Dans les ouvrages du génie civil, on parle des ouvrages d'art. Et vraiment, le barrage de Tignes, on peut considérer ça comme un ouvrage d'art. Ce n'est pas l'EDF qui a construit la station de Tignes. Non, surtout pas. Non, non, ils n'ont rien fait. L'hydraulique représente aujourd'hui un quart de la puissance installée et en gros, tout producteur confondu, 13% de la production nationale. Nous, on a tout perdu, quoi. Oui. Tu t'imagines si on était resté dans l'ancien Tignes avec nos maisons et tout, oui. la station que ce serait. Oui, oui. Dans certains quartiers, Immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain. Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Si on vous dit Tignes, vous pensez tire-fesses, raclette cornichons et après-ski. Eh bien non, Tignes, c'est avant tout un barrage monumental, symbole de la reconstruction de la France d'après-guerre. Dans les années 50, le plus gros réservoir du territoire, destiné à produire massivement de l'électricité et contribuer à l'indépendance énergétique de la France. Mais Tignes, plus personne ne s'en souvient, c'est aussi un village englouti sous les eaux, sacrifié sur l'autel de la nation et de ses 30 glorieuses voraces en énergie électrique. Cette histoire, c'est donc l'histoire contrariée de la fée électricité débarquant dans nos montagnes et de communautés rurales priées de débarrasser le plancher des vaches. 60 ans après, à l'heure où les 3/4 de l'énergie sont nucléaires, que faut-il penser de ces monstres de béton? Sont-ils encore utiles? Fallait-il sacrifier des habitants? Cette énergie réputée propre l'est-elle vraiment? Et quelles sont les conséquences de ces remparts dressés sur nos rivières? « 1945, la France est exsangue et pour sa reconstruction, il faut de l'énergie. Beaucoup d'énergie. La France n'a pas de charbon, mais elle a de l'eau et des sommets. L'idée, c'est donc faire de grands réservoirs en haute montagne et produire de l'électricité pour la France entière. Une énergie nationale sans importation et renouvelable. On déplie les cartes et on regarde avec envie où s'implanter. C'est dans ce contexte que le chantier de Tignes, sous la houlette de la toute nouvelle entreprise EDF, va commencer. Au lendemain de la guerre, eh bien, il y a une pénurie d'énergie. Et d'ailleurs, les premières réunions du plan dirigées donc depuis Paris sont très symboliques de cela, puisque pour partie, elles se déroulent à la chandelle parce qu'il y a des coupures d'électricité, tout simplement. Donc il faut faire face à la pénurie d'énergie. Le professeur. Un barrage, c'est très long à construire. Alors qu'une centrale thermique, il faut simplement 2 ans pour la construire. Donc il y a eu toute une querelle d'ailleurs entre les thermiciens et les hydroélectriciens d'un côté pour savoir finalement que convenait-il de faire pour la nation. Mais il y a une dimension symbolique qui est là derrière. La dimension symbolique, c'est qu'il faut des symboles pour le relèvement de la France. Et ces symboles sont très souvent passés par les barrages. Afin de mettre en valeur les énormes possibilités énergétiques de la Haute-Isère, on procède actuellement à d'importants travaux à Tignes, où 2 barrages et 2 usines en cours de construction assureront à plein rendement une production de 1 milliard de kilowattheures. L'aménagement hydroélectrique français est en bonne voie. Nous sommes dans une période de modernisation, nous sommes dans une période de forte croissance, c'est le début des 30 Glorieuses, nous sommes dans une période d'élévation des niveaux de vie pour les populations et derrière cette élévation des niveaux de vie, il y a la mise à disposition d'une énergie abondante et bon marché. Et on attend beaucoup de Tignes. Sa centrale doit fournir à elle seule un quart de la production de la France. Jusqu'à 5600 ouvriers travaillent en même temps sur le chantier qui est titanesque et à la hauteur de l'enjeu national. Mais EDF tombe sur un os. En bas, dans la vallée, le village de Tignes doit être englouti et ses habitants se battent becs et ongles, refusent les propositions d'indemnité. La presse se relaie auprès du village comme auprès d'un condamné à mort, ouvrant la première crise médiatique qu'EDF ait eu à gérer. Tignes est condamné, Tignes vit ses derniers jours. Le petit village savoyard de 120 feux va mourir du gigantesque barrage construit en travers de sa vallée et dont la retenue va l'engloutir sous 160 mètres d'eau. Après 5 ans de lutte incessante, l'heure fatale est arrivée.
L'ordre d'évacuation a été affiché et chacun a reçu l'avis personnel qui lui enjoint de partir. Déjà, la force armée est sur les lieux. Mais Tignes ne veut pas mourir, les Tignards veulent rester. La fin de Tignes est désormais toute proche. Et avant l'inexorable montée des eaux, les hommes ont commencé leur travail de destruction. Une à une, les maisons de Tignes ont été écrasées sous le poids des bulldozers. Malgré la mobilisation de la presse, l'histoire s'achève brutalement. Dans le hameau des Boisses, au-dessus du lac, EDF a dû reconstruire l'église à l'identique et déplacer tous les morts du cimetière. Nous rencontrons Maryse Bouzon. En 1952, elle avait 24 ans et elle a été une des dernières à partir. On s'est dit quoi faire, on va où? Où fallait-il aller? Parce que c'est pas le barrage, c'est pas l'industriel, c'est pas l'EDF qui nous a relogés. N'y croyez pas. Non, 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 non. Il va fallu se débrouiller, chacun s'est débrouillé. Alors nous, on est montés ici, mais il y a que très peu de gens qui sont venus ici, pensez donc. Il n'y avait pas la place pour tout le monde. La Tignarde. Mais après, j'ai dû partir, il fallait travailler. Il fallait quand même manger. Parce que vous savez, on a dit qu'on avait été indemnisé. Indemnisé de quelle indemnisation? À coup de pied au derrière. Je suis née, oui, à Tignes, chef-lieu. Ouais. Tignes en bas, donc... Sous l'église. Eh oui, près de l'église. Mais je vais vous faire voir. Ma maison paternelle, où je suis née, là, on ne voit qu'une petite partie. Vous voyez, le clocher, ben, chez mes parents, c'était là. C'est cette maison-là, à l'arrière. C'est pas le plus joli endroit, c'est à l'arrière. Parce que devant, il y avait un petit chemin pour se rendre à l'église. On a été vraiment les derniers. On a pris les enfants par la main et on est monté aux combes. Voilà. Et les CRS étaient là début mai ou Oh avant? non, mais les CRS, ils étaient repartis déjà quand même. Ils étaient repartis parce qu'une fois qu'ils ont sorti les gens et qu'ils ont commencé à dynamiter, évidemment, il n'y avait plus à insister, il fallait plus s'accrocher. S'accrocher à quoi? Il n'y avait plus rien pour s'accrocher. Et tous les 10 ans, ils allaient vider l'eau pour, je ne sais pas, c'est pour un nettoyage au fond du mur, je ne sais pas, j'en sais rien. Ils le savaient, donc ils ne voulaient pas que les gens revoient leur maison telle qu'elles étaient, vous comprenez? Alors ils ont tout dynamité. Remarquez, c'est mieux. Pourquoi? Oh, c'est mieux, il me semble. Vous pensez bien que quand ils vidaient le barrage, les gens seraient allés là-bas peut-être et dire « on ne bouge plus de là, vous allez nous noyer maintenant ». Ah non, parce qu'on a bien regretté notre village. Vous vous rendez compte? C'était une cuvette, on était très bien. On peut comparer la crise de Tignes finalement aux crises qu'ont connues certaines centrales nucléaires. Si on devait faire un parallèle dans cette acceptation sociale qui est demandée là. EDF est une entreprise jeune. Ces ingénieurs se retrouvent là. Ils sont persuadés, à bon droit d'ailleurs, de travailler pour l'intérêt national, de travailler pour un service public. Et donc il y a cette mythologie qui est là d'un côté et qui va s'opposer à d'autres mythologies ou à d'autres valeurs du monde qui sont représentées ici donc, par les habitants de Tignes. Pour monter au lac, eh ben, c'est la combe que vous voyez là. Vous ne la voyez pas, bien sûr. Je dis vous la voyez pas. Mais moi, je le sais, je la devine. Vous voyez le rocher, la pointue, eh ben c'était la vallée pour monter au lac de Tignes. Et donc aux combes, chez mes grands-parents. Est-ce que, quand vous regardez cet endroit, est-ce que vous arrivez à le trouver beau ou jamais? Si, je trouve. Non, c'est magnifique. Non, c'est magnifique, il faut reconnaître quand même que c'est magnifique. Hein. Non, ça reste magnifique. Mais on aurait préféré être chez nous plutôt que de voir quelque chose, même si c'est magnifique. Cela fait 60 ans tout rond que le village de Tignes a été englouti. Pas de célébration chez EDF ni chez les Tignards. Le climat serait-il toujours, osons le mot, électrique? Le barrage, lui, n'a jamais cessé de fonctionner depuis sa mise en eau. 950 gigawattheures par an, nous dit-on chez EDF. Bon, on vous l'accorde, on n'est pas des flèches en électricité. Mais heureusement, Cyril Perrier, qui dirige les installations hydrauliques de la région, s'est chargé de nous remettre à niveau. Ici, c'est le réservoir, c'est le robinet de toute l'Isère. Donc là, l'eau qui est stockée, en fait, c'est de l'électricité. Le barrage de Tignes, c'est une grosse pile.
Monsieur Barrage. Il suffit qu'on ouvre le robinet en bas, l'eau va passer, les turbines vont tourner, on va entraîner les alternateurs et on va faire de l'électricité. Pour faire de l'électricité, on a besoin d'une hauteur de chute, de maximum d'eau, et puis dans la centrale, on va avoir des turbines, donc des sortes comme des roues de vélo qui vont tourner, qui vont entraîner un alternateur, comme la dynamo sur un vélo, qui va faire de l'électricité. Et ensuite, on a un poste de distribution, donc on voit tous les pylônes qui sont là, avec des transformateurs qui vont monter la tension et qui vont pouvoir l'évacuer sur le réseau électrique. Donc ce sont les grands câbles qui partent de l'usine et on va pouvoir ensuite irriguer tous les consommateurs d'EDF. Un barrage en haut et une centrale en bas, à Bourg-Saint-Maurice. Jusque-là, même ceux qui sont au fond de la classe devraient pouvoir suivre. Mais nous, ce qu'on voudrait vraiment savoir, c'est si le barrage est encore utile. Car Tignes, en 1953, produisait un quart de l'électricité française. Aujourd'hui, notre consommation a explosé et la part de l'hydraulique n'est plus que de 10%. Alors, la production annuelle de la centrale, ça correspond à la consommation de 340 000 personnes à l'année. Grosso modo, c'est 90% de la Savoie ou 85% de Grenoble. Donc l'énergie qu'on produit ici, c'est une quantité énorme et on en a besoin. L'eau arrive à la fonte jusqu'à la fin de l'été. On va la garder et on va l'utiliser l'hiver quand on aura besoin d'électricité. Cette courbe montre bien que c'est un aménagement qui est utilisé, puisque on remplit et on vide Tignes chaque année. Donc on produit une énergie qui est rentable, une énergie qui est propre, qui n'émet pas de gaz à effet de serre, qui est complètement renouvelable. Donc oui, cet aménagement, il marche très bien et c'est un aménagement qui est intéressant pour EDF. Si Tignes est toujours exploitée au maximum de ses capacités, elle est surtout mieux utilisée. Parce qu'il suffit d'ouvrir les vannes d'un barrage pour faire de l'électricité, l'hydraulique sert à faire du sur-mesure au moment des pics de consommation. La centrale de Malgover, c'est une centrale qui produit de l'électricité et qui le fournit sur le réseau au moment où la consommation est la plus importante. C'est ce qu'on appelle une centrale qui fournit de l'énergie de pointe. Donc je dirais que la centrale est arrêtée, elle démarre pour faire la pointe, elle est arrêtée, elle redémarre pour faire une autre pointe. Et la dernière pointe, c'était quand? Les pointes, globalement, il y en a 2 par jour. Il y en a une le matin et une le soir. Une le matin, on va dire de 8h à 10h, et une le soir de 19h à 22h. Une souplesse qui s'est révélée capitale un certain soir de novembre 2006. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, une gigantesque panne d'électricité qui a plongé hier soir une partie de l'Europe de l'Ouest dans le noir. 5 millions de Français ont été touchés. La défaillance proviendrait d'Allemagne où une surutilisation due au froid aurait entraîné des coupures en chaîne. Une dizaine de pays sont passés tout près du blackout général. Un incident s'est produit en Allemagne à partir d'une péniche qui a finalement heurté un câble électrique. Donc ce câble électrique a entraîné la coupure du réseau local d'électricité. Et à partir de là, cette coupure se propageait dans l'ensemble des réseaux avoisinants. Et pour faire face à cette propagation, il fallait avoir une production d'électricité très importante et de manière extrêmement rapide qui soit mise sur les réseaux. Et toute une partie en fait, de l'Europe du Nord a été plongée dans le noir et il a fallu que ce soit l'ensemble des barrages du quart sud-est de la France qui soient mobilisés pour faire face donc, à cet incident. Donc c'est l'hydroélectricité, en l'occurrence, qui a permis d'éviter à l'Europe un blackout total. « 640 barrages couvrent nos montagnes, dont 122 dans les Alpes. Partout, des hameaux ont dû être abandonnés et des alpages noyés. Les communautés rurales ont été condamnées à changer d'activité. Qu'en est-il de Tignes et de ses tignards? Nous allons cette fois à Tignes-le-Lac, la station de ski à 2100 mètres, créée ex nihilo au-dessus du lac du barrage. Car très vite, Tignes s'est relevé et est entré de plein pied dans la ruée vers l'Or Blanc. Là où il n'y avait que des alpages, il y a désormais une des stations de ski les plus courues d'Europe.
Nous sommes au milieu de la coupure saisonnière, mais pour de vrai, Tignes, c'est devenu ça, l'hiver. Bon, retour au calme et à l'été. Lisiane Daval travaille sur les grands aménagements hydroélectriques et leurs conséquences sur les usages de la montagne. On a une transformation tellement grande, une rupture assez forte, que les usages sont transformés. Et puis, il ne faut pas oublier que la Tarentaise, il y a deux développements très importants, l'hydroélectricité et le tourisme. Le tourisme est développé dès les années 30. Donc il vient aussi en parallèle en fait, à cette histoire de l'hydroélectricité. Donc c'est vrai que c'est deux histoires qui en fait, vont se développer très fortement ici et qui du coup vont changer les usages de la montagne au fur et à mesure. L'historienne. Ici, il y avait déjà l'idée de tourisme avant. Le barrage n'a pas arrêté les choses. Au contraire, ça a contribué en fait, au développement de la station, Tignes-le-Lac. Et les Tignards vont s'investir, pas la majorité, mais une petite partie des Tignards vont s'investir dans ce projet parce qu'ils l'avaient déjà avant, ils pensaient déjà au tourisme. Et donc vont ouvrir des hôtels. Ce qui marche effectivement pour le tourisme d'hiver et ce qu'il faut, c'est l'hébergement, les remontées mécaniques, avoir tout un ensemble. Donc les Tignards se sont investis dans cette optique-là. Rendez-vous chez Geneviève Extracia, qui a hérité de l'hôtel construit par son père quelques années après la mise en eau du barrage. Mon père, il était moniteur et guide déjà dans l'ancien Tignes, qui était une station de sport d'hiver, hein, avec des remontées, des hôtels. Il y avait 9 hôtels. Voilà. Et après, on s'est installé au Bois, vous êtes allé voir Maryse. On avait un magasin de chaussures. La deuxième génération. Et après, en 56, c'était construit un HLM ici, qui est toujours là. Pour les gens qui montaient, on a vécu 1 an dans le HLM en attendant que l'hôtel se monte. Et on a inauguré Noël 57. Il y avait déjà le télécabine de Tovière. Hein. Et 3 téléskis là, donc déjà commençaient à arriver les touristes. Et quand on a ouvert l'hôtel en décembre 57, il y avait déjà un hôtel 3 étoiles là-haut, planté tout seul, l'hôtel Les Armaillis. Il fallait avoir un sacré toupet. Et c'était loin d'être gagné, ils ne savaient pas où ils allaient. Hein. Oui. Et petit à petit, tous les Tignards ont construit un petit hôtel ou un commerce. Et ce quartier où vous êtes, là, le quartier du Rosset, ça n'est que des Tignards, des vrais. C'est bien où il faut passer. Voilà. Aujourd'hui, la montagne se tourne résolument vers le soleil et l'été. À Tignes, les remontes-pentes ne remontent pas seulement des skieurs sur le glacier, mais aussi des amateurs de vélo et de rando. Et les lacs de barrage, hier subis, sont aujourd'hui une carte pour les stations ouvertes l'été. Les lacs vont être utilisés pour communiquer sur la balade, le tourisme, voilà, vraiment comme si c'était un vecteur de développement touristique. C'est l'évolution d'une nouvelle identité des Alpes et d'un nouveau paysage. À Tignes, la baignade et la navigation sont interdites, mais certains lacs artificiels ont été aménagés. Dévalons l'Isère et remontons le Drac. À Monténard, à une demi-heure de Grenoble, EDF a dû partager son lac, site exceptionnel pour les planchistes en tout genre. Évidemment, ici comme à Tignes, il y a quelques légendes. On nous a dit qu'il y a une sorte de ville fantôme au fond du village. Il y a un village ici au fond ou pas? Il y a un village de Monténard? Une sorte d'Atlantide là au fond. Mais bon, il y a des gens qui viennent de partout. Hein. Des copains qui viennent de Genève, de Lyon. Il y a des... Après l'été, il y a plein d'étrangers. Hein. De Hollandais, d'Anglais. Les campings sont pleins. Là, ça... C'est un des lacs les plus vantés d'Europe. Alors du coup, tu es sûr de naviguer à n'importe quelle date de l'année, presque. Devant un tel engouement, EDF a fini par s'engager à ne pas faire trop varier le niveau du lac le temps de la saison touristique. Car en retenant l'eau de la montagne, EDF est devenue une sorte de démiurge des cours d'eau. À elle donc de concilier la production d'électricité avec tous les autres usages de l'eau.
comme ici, sur le stade de slalom de Bourg-Saint-Maurice, à l'aval de Tignes. Ce club de haut niveau qui abrite le champion de France 2011 a besoin de lâchers d'eau importants qui sont prévus à la minute près. La fédération négocie avec EDF pour dire, bah voilà, nous cette année, on a des manifestations sur tel ou tel secteur, on a des entraînements sur tel ou tel secteur. Il y a une enveloppe financière qui correspond à un partenariat et EDF dit accorde ou n'accorde pas des lâchers d'eau pour les entraînements. Ça, ou des compétitions. Ça, c'est vraiment l'aspect sportif. Le kayakiste. Et puis il y a l'aspect commercial ou paracommercial, on l'appelle comme on veut, sur la rivière. Donc les compagnies commerciales qui vendent une activité, du raft, la nage en eau vive ou du canoë-kayak, qui eux, au niveau local, ont un accord, mais au niveau local, pour essayer de coordonner des lâchers d'eau qui soient à peu près régulés. Donc c'est un peu moins important si ça monte ou si ça descend, mais il faut un minimum d'eau pour que l'activité rafting, par exemple, soit intéressante. Donc là, on a 20 mètres cubes secondes aujourd'hui. Donc 20 mètres cubes secondes, c'est le débit qui est assez souvent régulé. Pour aussi la simple et bonne raison, c'est qu'en aval, il y a la centrale de Moutier qui turbine aussi au fil de l'eau, à 20 mètres cubes secondes. Donc ça permet d'utiliser, de rentabiliser, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas trop, mais ça permet d'avoir de l'eau qui sert au canoë-kayak à l'entraînement, au raft pour une activité commerciale, à EDF pour son activité de turbinage. Donc on a essayé de faire en sorte de trouver le niveau d'eau qui corresponde le plus possible à un plus grand nombre de personnes. Sauf que le bonheur des sportifs ne fait pas forcément celui des poissons migrateurs. L'Isère, en 90, a été classée rivière à migrateurs, cours d'eau à migrateurs. D'où l'obligation de rendre franchissables tous les ouvrages artificiels, que ce soit un seuil, une retenue, tout ce qui a été créé par l'homme. L'amoureux des rivières. Et donc EDF, en 95, c'est donc a construit cette passe à poissons. Voilà, c'est tout. Ils étaient dans l'obligation de le faire. Pas facile d'être EDF, en plus de fabriquer de l'électricité, de vous coltiner des planches à voile et des kayaks, vous devez aussi vous occuper de l'ascenseur pour passer nos amis les poissons de l'autre côté des barrages. Nous sommes au centre de la concertation puisque nous sommes le gestionnaire de l'ouvrage. Le conciliateur. Or là, il s'agit d'autres usages. Donc bien évidemment, on se doit, en tant qu'acteur responsable, acteur de territoire, être à l'écoute de l'ensemble de ces usages. Mais bien évidemment, on va essayer de trouver des compromis, on va essayer d'apporter notre expertise pour permettre de trouver la bonne solution, mais nous ne serons pas l'arbitre. L'arbitre, ce sera l'État. En Tarentaise, on est dans un laboratoire. J'estime dans un laboratoire qui est condensé un petit peu des grandes problématiques sur l'eau. Puisqu'on a donc des prélèvements EDF, on a des prélèvements pour neige de culture, on a des prélèvements en eau potable, puisqu'on a une population à peu près qui correspond à 350 000 lits en Tarentaise en pleine saison, en hiver. On a des activités nautiques, donc sport d'eau vive. Et là, il faut que les acteurs arrivent à concilier tous ces usages. On est dans une situation qu'on appelle conflit d'usage. EDF, finalement, facilite beaucoup plus les sports d'eau vive, puisque le sport d'eau vive a besoin d'un débit calibré. Tandis que le milieu naturel, lui, au contraire, il a besoin d'une totale liberté. C'est-à-dire que les variations d'une rivière dues à des phénomènes naturels, type de crues, etc., ne sont absolument pas du tout un danger pour la faune piscicole. Nous, au contraire, on voudrait que de temps en temps, il y ait des crues morphogènes qui vont redonner de la dynamique à la rivière, qui vont transporter des matériaux, etc. C'est là que je pense qu'on ne peut pas concilier nos intérêts. C'est la limite là. Tout le reste, je pense qu'en effet, on est totalement dans une démarche où vraiment on avance. Mais là, on ne peut pas. Parce que si on voulait retrouver, on va dire, un fonctionnement vraiment naturel de la rivière, ça veut dire qu'il faudrait démolir tous ces ouvrages, ce qui pour nous, naturellement, est inconcevable et qui, économiquement, est inconcevable. Voilà, c'est là. Là, il y a une frontière, on ne pourra jamais la dépasser. La rivière varie d'heure en heure au gré des turbinages et des activités des uns et des autres sans rapport avec des phénomènes climatiques. Un régime artificiel qui peut se révéler dangereux car aléatoire. En 1995, sur le Drac dans l'Isère, une classe d'école en sortie est emportée par un lâcher imprévu d'EDF. Le bilan est gravissime, 7 morts. Les corps pourraient se trouver enfouis sous les branchages. Au bord du Drac, un PC gère les opérations, mais 20 heures après le drame, les responsables sont pessimistes.
Le problème d'une rivière artificielle, c'est qu'elle peut donner une fausse impression de sécurité aux aménageurs. C'est-à-dire qu'en parenthèse, peu à peu, l'urbanisation s'est rapprochée des cours d'eau, puisque, comme l'a dit Claude Traversier, on a endigué, on a voulu maîtriser la rivière. Donc il y a une impression de sécurité, mais à mon avis, c'est une impression de fausse sécurité. D'autant plus qu'il y a les ouvrages EDF qui, forcément, font office de tampon. Lorsqu'il y a une crue, ils amortissent, même l'objectif n'est pas celui-ci, ils amortissent naturellement l'effet de crue par rétention à l'amont de la lame d'eau. Donc il y a sans aucun doute, en parenthèse, par rapport aux élus, par rapport aux aménageurs, il y a une culture qui n'existe pas, ce que j'appelle la culture de la rivière. Il y a une fausse sécurité. Alors qu'une rivière qui est dite naturelle, forcément, elle a des colères, et donc elle alerte. Il y a une sorte de mémoire collective. Et aujourd'hui, la mémoire collective est une mémoire un peu censurée. La sécurité à l'aval des cours d'eau est une priorité pour EDF. Tout est mis en œuvre pour que l'accès à la rivière ne pose pas de difficultés. Tout est mis en œuvre par EDF, mais également par l'ensemble des services de l'État. Parce que ce souci est partagé avec l'ensemble des services de l'État et l'ensemble des usagers qui vont permettre de mesurer la dangerosité pour autant qu'elle réside. Et à ce moment-là, on va adapter nos manœuvres d'exploitation, voire renforcer la signalétique des cours d'eau. Nos barrages ont quasiment tous plus de 50 ans. Sous surveillance constante, de plus en plus sophistiquée grâce à la robotique, aucun incident n'est à déplorer, aucun n'a rompu. Pour autant, quel avenir pour l'hydraulique? A-t-on exploité toutes nos montagnes? Première des énergies renouvelables, est-elle néanmoins sur le déclin? Je pense que si la France veut respecter les objectifs qu'elle s'est fixés en termes d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, et qui sont très ambitieux, il faut solliciter toutes les filières d'énergie renouvelable. L'hydraulique doit jouer un rôle là-dedans. Monsieur Hydraulique. Alors, il n'y a pas de miracle. La période des grands barrages, elle est derrière nous. Donc aujourd'hui, on ne reconstruira plus d'ouvrages type Tignes, etc. Parce que d'abord, on n'a plus de site. Parce que, aujourd'hui, on peut considérer, grosso modo, que 80% du potentiel hydraulique français est exploité. Alors vous me direz, il en reste 20. Et dans le monde, l'hydraulique représente à peine 20% de la production d'électricité mondiale, mais 80% du potentiel mondial n'est pas exploité. Pas encore, dirons-nous. Vous allez avoir une croissance du parc hydroélectrique assez forte dans beaucoup de pays. Et je pense en particulier à la Chine, au Brésil, au Canada, enfin ces grands pays qui disposent de ressources hydrauliques abondantes. Je pense que les conditions dans lesquelles Tignes a été faite se retrouveront dans pas mal de pays, dans pas mal de projets. C'est-à-dire tous ceux qui ont tous ces pays qui ont un besoin de développement et donc feront passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Et c'est ce qui s'est passé en France finalement dans les années 50. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain Magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau.